Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au Muséum d'Histoire Naturelle. Comme elle en a l'habitude, la classe Sciences et Patrimoine animera l'après-midi et jouera 4 scénettes autour d'un des thèmes traités cette année, le musée hors des murs. Le musée Rollin est considéré comme l'un des plus riches de Bourgogne de par l'ampleur et la qualité de ses collections. Il est actuellement en travaux, mais il formera en 2028 avec la prison panoptique un grand musée. Nous avons eu la chance de visiter cet exemple unique en France de prison en plein circulaire, ainsi que le musée Rollin, hélas vide, il se réserve très plein. Mais nous avons terminé notre parcours artistique par la visite guidée de l'exposition Merveilles choisies, ici, au Muséum d'Histoire Naturelle d'Autun. Les élèves de la classe Sciences et Patrimoine vont jouer aujourd'hui 4 scénettes autour de 4 tableaux exposés. Les textes ont été écrits en totalité par les 33 élèves de la classe. Nous vous invitons à nous suivre pour une visite haute en couleurs. Au XIXe siècle, les vêtements coûtent très très cher, alors on veut les préserver aussi longtemps que possible. Pour cette raison, on les lave peu souvent et on les confie à des blanchisseuses. Elles ont été jusqu'à 100 000 au centre de Paris. Leur travail était très difficile. À ce sujet, voici le tableau Les Blanchisseuses dans une rue de Paris, peint par Léon Haillon en 1883. Léon Haillon était un peintre spécialisé dans les portraits. Il représente ici la vie quotidienne de la classe ouvrière du XIXe siècle. En plein après-midi du mois de novembre, 3 blanchisseuses, Bonjour, pardon, excusez-nous. Henriette, Madeleine et Suzanne, se rendent au lavoir. En effet, à cette époque, ce métier est très présent, mais vraiment peu valorisé. Beaucoup d'entre elles devaient se prostituer pour arrondir les fins de mois. En cause, elles blanchissaient seulement les vêtements de leurs clients et non leur argent. Nous retrouvons donc nos 3 blanchisseuses à avenue Montaigne. Elles se rendent au lavoir tout en commérant sur les derniers ragots de la bourgeoisie parisienne. On pourra bientôt plus nourrir nos marmots. M'en parle pas. Mon cadet est malade et l'apothicaire demande 5 francs de plus à chaque semaine. 5 francs? Pour moi, ce sont les fins de mois qui sont compliquées à boucler. Avec mon mari qui boit. Je n'imagine même pas quand on va devoir aller payer sa note à la taverne. Bon, au fait, je vous ai pas dit. Devinez quoi? J'ai entendu dire que Monsieur de Frontignan entretenait une liaison torride avec qui? Devinez. Je sais pas, Germaine peut-être. Non, allez, une autre. Anne-Marguerite. Non, allez, faites un effort. On sait pas. Avec Mademoiselle Louise, sa domestique. Non. Mais si, je vous jure. Une jeune roturière avec un homme marié de si haut statut. Ah, si sa femme le découvrait, on en entendrait parler. Elle a la langue bien pendue. Mais ce n'était pas déjà lui qui s'était fait prendre la main dans le sac, enfin, si je puis dire, en train de courtiser la petite fille de son oncle Germain. Quel coureur de jupons, on se croirait à la cour d'Henri VIII. N'empêche, elle sait s'y faire la petite Louise, hein. Je la pensais pas si dévergondée. Hein. Ah bah moi je peux vous dire que je l'avais bien vu lancer des œillades au boulanger. Hein. Eh bien moi j'aimerais bien être à sa place, à celle-là. J'aperçois Léopold et Marcel au loin. Ce ne serait pas le duc Alphonse avec eux? Mais si, je reconnais sa silhouette maigrichonne et ses cheveux bruns. Vite, baissez la tête, dépêchez-vous. Et vous savez ce que ma femme m'a dit la semaine dernière? Quoi donc? Elle voulait aller voter dimanche prochain pour élire le nouveau maire de la ville. Oh, mais elle est tombée sur la tête, ta femme. Et comment se permet-elle de demander une chose pareille? Bonjour mesdames, dépêchez-vous, les vêtements ne vont pas se laver tout seuls. Ou sinon vous pouvez aller chercher votre argent autrement. Si vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas Léopold? Oui, je vois très bien d'ailleurs. J'ai entendu dire que Jean était prêt à payer une très grosse somme pour vous, Madeleine. Si j'étais vous, je n'hésiterais pas. Laissez-nous, nous avons du travail à faire. Oui, il ne faudrait surtout pas que l'on soit retardé. Et pour votre gouverne, je préférerais finir au cachot que de devoir passer la nuit avec vous, Marcel. Ce n'est pas étonnant que vous soyez toujours célibataire. Ce n'est pas vous qui allez faire la difficile. Regardez-vous avec vos vêtements blanchis, Pardon? ternes, vos mains rougies et pleines d'ampoules. Oui, il nous suffirait d'un simple claquement de doigts pour vous faire perdre votre place. Qui se prend celui-là? Cela suffit. N'avez-vous donc pas honte? Laissez donc ces pauvres femmes travailler. Cela ne vous regarde en aucun cas. Que vous arrive-t-il? N'êtes-vous point d'accord avec nous? Allez donc vous prendre la défense de ces courtisanes? Courtisane? Cessez donc d'agir comme des jeunes malotrus. Ce sont des femmes respectables qui travaillent sûrement plus que vous. Veuillez nous excuser, hein. Nous ne savions pas que vous défendiez la cause féminine. Très bien. Allons-en, Marcel. Laissons monsieur le parfait avec ces demoiselles. C'est ça le bon mot. Comment pouvons-nous vous remercier, monsieur le duc? Ce n'est rien. Bien à vous, mesdames, et très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. La duchesse est si chanceuse. Avoir un mari si gentil. Nous a débarrassés de ces deux malpropres. Mais nous comparer à des gourgandines, quel manque de manières. Et puis vous savez, lorsque j'ai vu Marcel rentrer dans une taverne il y a 2 jours avec une femme mariée,
Je ne lui en ai pas reparlé tout à l'heure car ce ne sont pas mes affaires. Mais quoi? Et tu ne nous as rien dit? Mais vite, raconte-nous, on veut tous les détails. Bon, assez parlé, nous avons du travail. Oui, on a du pain sur la planche, ou plutôt du linge sur la planche. Veuillez nous suivre pour la suite, qui se trouve juste là. Approchez. Esther est un peintre français né au début du XXe siècle. Il est reconnu pour son style caractéristique mêlant abstraction et figuration. En 1952, il peint un tableau intitulé Hommage à Jean Fouquet. Jean Fouquet est un peintre médiéval qui représente souvent des scènes religieuses. Il se distingue par son utilisation de couleurs vives. Maîtresse Josiane. Accompagné de ses 4 élèves de CP, Gus, Kenji et Pierre. Pierre, oui, oui. Pour visiter le musée. La maîtresse demande une visite guidée de l'exposition Merveille choisie. Ils sont encadrés par Raoul. Guide du service du patrimoine local. Approchez, approchez les enfants. Bonjour, enchantée, je suis très Josiane. Enchanté, moi c'est Raoul. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Bonjour monsieur Raoul. Maîtresse, ça va être long. J'ai déjà mal aux jambes. Non mais c'est bon, arrête, on a à peine commencé, le monsieur a l'air gentil. Ce tableau a été réalisé par le célèbre peintre Maurice Esther, né en 1900. Oh mais on s'en fiche. Ah bon, les enfants, vous n'avez pas commencé, hein? En plus, regardez le tableau. Même Gus serait capable de faire mieux. J'ai tout entendu, il n'y a pas tort. Qu'est-ce que vous voyez dans le tableau? C'est quand qu'on rentre. C'est l'heure du goûter, j'ai faim, moi. Et moi, je veux revoir ma maman. Bon, si vous n'avez pas d'idée, chaque couleur représente une émotion. Pour commencer, le bleu représente l'eau et la tristesse du peintre. Ensuite, le rouge représente le sang et les combats que l'auteur met dans sa vie. Ensuite, le vert. Très bien, c'est vous, merci. Je pense que vous allez se parler maintenant. Ils ont peut-être plus d'inspiration. Comment, Gus? Moi je vois un gros éléphant. Regardez, là les oreilles et là la trompe. Non, ça c'est pas un éléphant. Pas Ça. sûr que Non, ça c'est une souris. Mais tout le monde sait que c'est une souris. Pas du tout. Moi, je vois juste un tableau gros moche. Ça ressemble à monsieur. C'est vrai qu'on peut voir un éléphant. Je suis tout à fait d'accord. Tu vois, je te l'avais dit, Kenji, j'ai toujours raison, la nanère. Après, chaque interprétation est personnelle. Ce tableau représente la Vierge avec le Christ. Les enfants, ça suffit. Allez, debout. C'est vrai qu'on est un peu perdu au début, mais quand vous dites que c'est la Vierge, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ce tableau est un chef-d'œuvre du cubisme. En effet, il sublime les couleurs complémentaires. Mais dites-moi, monsieur Raoul, c'est quoi le cubisme? Le cubisme, les bête, c'est les cubes avec lesquels tu joues. Non, pas du tout les enfants. Le cubisme, c'est un mouvement artistique du début du XXe siècle, pour lequel les couleurs sont importantes. Pablo Picasso en était l'un des plus grands représentants. Mais maîtresse, c'est quoi qui est écrit là? Maîtresse. Maîtresse. C'est quoi voyons, Pierre, nous sommes en train d'année, tu sais lire maintenant. Essaye. Non, c'est pas lire, moi non plus. O, ma, isa, zan, Fouquet. Ben voilà. Ouais. C'est bien, on va Ouais. Bon, vous êtes sûrs qu'ils savent lire les enfants? Bien sûr que oui, je suis encore faire mon métier quand même. Oh là là, l'éducation nationale et ses réformes. C'est plus ce que c'était. C'était quand même mieux à l'époque de Jules Ferry. Dites-moi, monsieur Raoul, qui c'est que c'est qui monsieur Jean Fouquet là? Jean Fouquet était un peintre du Moyen-Âge. Il adorait les couleurs vives et les formes bien découpées. Un peu comme Esther ici. Il faisait des tableaux aussi moches que celui-là. Il peignait des rois, des reines, des gens, avec des couleurs éclatantes. Ah non, allez, imprimez-les-moi, ça juste. Allez, Charlie. Oh. Et faites pas les innocents, vous deux. Dans les poches, Dans les poches, ici, les poches.
Non, bah non. Vas-y. C'est pas cool. Donc, comme je le disais, Estelle n'a pas peint ce tableau pour qu'on le reconnaisse tout de suite. En effet, il cherche à exprimer ses émotions à travers les couleurs. Tiens, en parlant d'émotions, comment vous sentez-vous devant le tableau? Mais non, c'est rien, moi. Joyeux, c'est joli. Mais je m'en fiche du tableau, je préfère jouer avec les dinosaures. Debout. Allez, debout. Détresse sociale. Oui. Avec faire pipi. Bon, d'accord, on va donner une chanson. Ah bah ouf, parce que j'avais oublié ma pampers. Allez, allez, va. Désolée, monsieur, je dois les suivre. Apparemment, ça ne m'intéresse plus, mais c'était très enrichissant. Le thème déjeuner sur l'herbe est un thème qui a beaucoup inspiré les artistes au 19e et au 20e siècle. Le déjeuner sur l'herbe, peint par Édouard Manet en 1863, est l'une de ses plus célèbres œuvres. Le tableau a créé une grande controverse car il montre une femme nue, assise avec deux hommes habillés, prenant un déjeuner dans un paysage naturel. Louis Charlot, originaire de Cussy-en-Morvan, a, en 1903, une approche beaucoup plus traditionnelle que Manet. Il ne cherche pas à choquer comme son prédécesseur. Dans une clairière, sous un doux soleil, deux mondes sont assis sur l'herbe face à face. D'un côté, l'univers contrasté et provoquant de Manet. De l'autre, l'atmosphère douce et colorée de Charlot. Voilà un pique-nique parfait, du soleil, de la verdure, du vin. Que demander de plus? Peut-être un peu d'intimité. Nous sommes presque dans les mêmes postures que les dépavés du tableau de Manet. Quand même, c'est scandaleux. Tout se nu à la vue de tout le monde. Quelle indécence. Oh mais ici, ce n'est pas pareil. Tout est plus doux. Nous, au moins, il n'y a pas de provocation. Seulement des couleurs paisibles et une ambiance bucolique. Oui, enfin, on s'ennuie un peu. On dirait presque que le monde entier est devenu une aquarelle. C'est bien agréable, non? Un déjeuner sur l'herbe où le temps semble suspendu et tout est tranquille. Peut-être trop. J'ai l'impression que nous allons rester figés ici pour l'éternité, pris dans ces couleurs douces. Et si nous quittions la toile pour échapper à l'ennui? Impossible. Nous sommes faits de peinture et ce jardin est notre maison. Alors bon, filons-en. Après tout, il y a bien pire qu'un éternel déjeuner sur l'herbe. On aurait pu être dans Hommage à Jean Fouquet, et là, on aurait sûr qu'on Quelle belle journée pour un pique-nique. Le soleil est radieux et l'herbe est si douce. En effet, c'est un cadre idéal pour se détendre et oublier les tracas de la ville. Je suis d'accord. Regardez cette nature luxuriante autour de nous. C'est presque comme si nous étions dans un autre monde. Je me demande ce que les gens penseront de nous assis ici. C'est presque scandaleux, non? Peut-être, mais pourquoi devrions-nous toujours suivre les conventions? Parfois, il est bon de briser les règles. Édouard Manet a vraiment un talent unique. Sa manière de capturer la lumière et les émotions est fascinante. Oui, il a une vision si moderne. Regardez cette scène, par exemple, c'est audacieux. Manet a toujours été passionné par l'art. Il aime montrer la vie telle qu'elle est et la beauté de la femme sans artifice. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. L'art est fait pour faire réfléchir, pour provoquer des réactions. Manet réussit parfaitement à le faire. Et il a raison de le faire, il en avance sur son temps. Mes amis, une nouvelle des plus troublantes vient de me parvenir. Dans le journal futuriste de 1905, semblerait que nous ayons été dupliqués. Et que voulez-vous dire, nous sommes l'original, une œuvre maîtresse de la modernité picturale. Il semblerait qu'un certain Louis Charlot, un plouc du Morvan, se serait amusé à reproduire notre tableau, mais en version édulcorée. Ah, voilà, il s'est dit, et tiens, si je copiais ma mère en supprimant tout ce qui faisait scandale. Exactement, dans ce tableau, la femme, donc moi manifestement, a eu la décence de remettre une robe. C'est audacieux. Côté l'unique élément véritablement intéressant de notre tableau. C'est donc une version aseptisée, un déjeuner sur l'herbe, pour mourir d'ennui. Et oui, nous sommes une autre version de vous, plus douce, plus lumineuse. Tu parles. On dirait une carte postale bucolique. C'est étrange. Tu as vraiment gagné ta robe, toi. Oui, nous au moins, on sait se tenir. Mais ce n'est pas notre faute. Manet, dis-toi, t'es nu et on n'a pas osé contredire. Mais c'est pas un peu gênant, mais la pratique de s'asseoir sans couverture. Vous savez, au bout de 150 ans, on s'habitue. Nous, au moins, on vient déjeuner tranquille, pas de critiques.
Pas le scandale, juste une belle journée. Ouais, faut quand même, ça manque de temps. Triste sort que d'être une copie fade d'un scandale glorieux. Et puis honnêtement, ça vous manque pas un peu le frisson de l'interdit? Non merci. Nous, on préfère le frisson du vin frais ou du fromage bien affiné. D'ailleurs, on a du pain, du vin et du fromage, si vous voulez. Ah, enfin une bonne raison de traverser ce fichu cadre. Bonne idée. Après tout, l'herbe est pas seulement pour de pique-nique. Santé! Le tableau Anne Boleyn au moment de son arrestation, peint par Édouard Sigaud en 1835, est une œuvre historique qui représente un moment dramatique de la vie d'Anne Boleyn, deuxième épouse du roi d'Angleterre, Henri VIII. Henri VIII siège sur le trône d'Angleterre jusqu'à sa mort en 1547. Au cours de sa vie, il aura eu 6 femmes et chacune de ses relations se sont terminées de façon assez chaotique, comme vous allez pouvoir le découvrir par la suite. Sigaud illustre un instant où Anne Boleyn, accusée de trahison, d'adultère et d'inceste, est arrêtée et conduite à la Tour de Londres en 1536. Mais on va vous raconter aussi l'histoire de la première femme d'Henri VIII, Catherine d'Aragon, ainsi que sa troisième femme, Jeanne Seymour. Si vous aussi vous commencez à vous y perdre parmi toutes ces histoires d'épouses, rassurez-vous, on ne va pas vous parler de ces 6 femmes. Commençons à présent. Oyez, oyez, braves gens, venez écouter l'histoire d'Henri VIII, roi d'Angleterre et de ses 6 femmes. Nous sommes le 2 mai 1536, à midi, à la Tour de Londres, où Anne Boleyn va vous raconter son histoire. Aide-moi! Henri VIII! Trahison! Accusé! Faux! Décapité bientôt! Calme-toi et explique-moi clairement, parce que là, je n'ai absolument rien compris. Revenons quelques années auparavant. En 1529, 4 ans après le mariage d'Henri VIII et de sa première femme, Catherine d'Aragon. Elle était déjà fiancée au propre frère du roi d'Angleterre. Henri VIII prit la décision d'annuler ce mariage afin de pouvoir se marier avec elle. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai pris une grande décision. J'ai cru comprendre que vous aimiez le calme, la sérénité et la campagne avec ses beaux paysages tranquilles, n'est-ce pas? Ah oui, j'adore ça. Les paysages sont si somptueux en campagne et comme dit le dicton, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors vous allez adorer l'endroit que je vous ai trouvé. J'en suis sûr, il correspond à toutes vos attentes. J'ai hâte. Dites-moi vite de quoi il s'agit, s'il vous plaît, mon cher époux. Je vais vous emmener au couvent, n'est-ce pas formidable? Vous qui aimez le calme, vous aurez la paix, et moi aussi. Garde, reconduisez la reine dans sa chambre et qu'elle n'en sorte pas. Votre Majesté, que vous arrive-t-il? Henri VIII. Henri VIII may not have declared la guerre à France. Oh non, pas les autres gens qui s'entendent. Mon grand-père avait déjà essayé sa peau. Non, ce n'est pas ça. Le roi m'a trompée avec une autre femme et en plus il demande le divorce. Il veut me mettre au couvent. Mais ce n'est pas interdit de divorcer. Plus maintenant. Le roi a décidé de séparer le royaume d'église de Rome et de créer l'anglicanisme. Non, s'il vous plaît, lâchez-moi. Une fois débarrassé de Catherine, Henri VIII peut enfin, sans souci, aller courtiser une nouvelle femme. Son regard se porte sur Anne Boleyn, une jeune, belle femme. En 1533, il s'est marié avec elle. Aide-moi! Henri VIII! Trahison! Accusé! Faux! Décapité bientôt! Calme-toi et réexplique-moi clairement, parce que là, je ne comprends rien. Tu as un beau mari, une belle situation, pourquoi pleures-tu? Je pleure parce que je vais bientôt mourir, voyons. Le roi, mon mari, m'a condamné à être décapité pour haute trahison. Et tu sais ce qui est le pire? Je n'ai rien fait. Je suis condamnée pour n'avoir rien fait. Ah, je comprends mieux tes pleurs. Vous allez sortir immédiatement, madame. Nous allons pouvoir te laisser la coupable seule jusqu'à sa mort. Ce qui serait retardé. Mais ils sont stupides, ces gars. Ils sont stupides, c'est pas moi. Ah mais oui, c'est vrai, on est tous stupides.
Et voilà, Anne Boleyn était donc destinée à passer ses derniers jours seule, à attendre une mort certaine. Si vous vous demandez ce qu'est devenue Catherine, elle est morte quelques mois auparavant suite à un cancer. Décidément, c'est une véritable malédiction. Chaque femme qu'Henri VIII courtise finit par mourir dans d'atroces souffrances. Je vous emmène donc deux semaines plus tard afin d'assister à la fin tragique d'Anne Boleyn. Il est l'heure de vous faire couper la tête. On avait que ce qu'elle mérité. Et bien voilà, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Anne Boleyn vient de mourir décapitée. Le roi, lui, a trouvé une nouvelle femme à courtiser. Madame Jeanne Seymour, qui n'est autre que la cousine d'Anne Boleyn. Il lui a demandé en mariage le lendemain de l'exécution. Une question persiste. Va-t-elle mourir ou survivre à ce mariage? Malheureusement, je crois que nous connaissons déjà tous la réponse. Elle va mourir, elle aussi, puisque le roi va se remarier après avec Anne de Clèves. Jeanne est morte moins de 2 ans après le mariage, suite à une césarienne ordonnée par Henri VIII. Mon ancienne femme étant enfin décédée, je vais pouvoir me marier avec vous, mamie. Êtes-vous ravie? Cela fait si longtemps que j'attends de me poser cette question. Je suis tellement heureuse. Oh, quel enthousiasme! Souhaitons leur bonne chance. Espérons qu'elle tient bien la tête sur les épaules. Notre visite prend fin. Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Nous vous remercions pour votre écoute. À l'heure des remerciements, nous avons une pensée particulière pour L'ensemble du personnel du muséum, notamment Aude Medina, conservatrice du Muséum d'Histoire Naturelle, ainsi que Alban Silva, directeur adjoint, Irène Verpio du service du patrimoine pour le parcours artistique et culturel mené par les élèves, ainsi que pour le prêt des costumes, Madame la proviseure du lycée Bonaparte, Madame Munieri, ainsi que la proviseure adjointe, Madame Chevalier de Broye, pour avoir rendu possible cet événement. la région Bourgogne-Franche-Comté, la DRAC, la ville d'Autun, le Lions Club et le Kiwanis qui soutiennent la classe Sciences et Patrimoine financièrement depuis sa création il y a 12 ans. Madame Eulalie Torres qui a encadré les élèves au niveau de la mise en scène. Monsieur Matet et Madame Maglica qui ont rendu possible cette soirée. Marie Thibaudet pour le remplacement au pied élevé d'une élève malade. Madame Leclerc et Madame Thibaudet pour nous avoir encadrés pendant toutes ces répétitions. Monsieur Leclerc, caméraman attitré de cette soirée, et les 33 élèves de la classe Sciences et Patrimoine pour cette soirée. Allez-vous donc prendre la défense de ces courtisanes? Courtisanes? Cessez donc de dire que nous sommes malotrues. Ce sont des femmes respectables qui travaillent sûrement plus que vous. Veuillez nous excuser. Nous ne savions pas que vous défendiez la cause féminine. Oui. Mais ce n'est pas moi. Mais ils sont stupides ces gardes. Ah mais oui, c'est vrai, on est très stupide.
Et voilà, Anne Boleyn était donc destinée à passer ses derniers jours seule, à attendre une mort certaine. Nous sommes... Non. Suite. Que vous arrive-t-il? N'êtes-vous pas d'accord avec nous? Allez-vous donc prendre la défense de ces courtisanes? Courtisane? C'est déjà comme des jeunes malotrues. Ce sont des femmes respectables qui travaillent seulement plus que vous. Veuillez nous excuser. Nous ne savions pas que vous défendiez la cause féminine.